Merci d'être avec nous ce matin. Merci Charlotte. À nouveau, j'ai envie de dire d'ailleurs. Gwenaëlle, on s'est déjà vu sur cette scène. Il y a un an. Exactement. Et on a choisi comme titre « Il n'y a pas de mal à se faire du bien » avec un point d'interrogation. Et quelque part, la dernière fois qu'on s'est vu, vous apportiez déjà une réponse, un point de vue à cette question qui était assez affirmée, qui correspond d'ailleurs à la signature de président qui est le plaisir, aidez-moi, je ne l'ai plus. Président, le plaisir, c'est important. Voilà. Effectivement, ce thème du plaisir de manger, il nous est cher. Alors effectivement, il y a un an, sur cette même estrade, on s'est parlé de la schizo-food et de l'impossible équation de combiner plaisir et santé. Et en fait, on était arrivé avec une réponse disant qu'au contraire, le plaisir était sûrement un des meilleurs alliés pour bien manger. Alors, le thème du plaisir, il nous est cher. Oui, c'est la signature de notre marque. On a également lancé une campagne en 2021 qui se veut comme une véritable ode au plaisir. On parlait ce matin, Nina Métayer parlait du bonheur et de la légèreté. Ce qu'on a voulu, c'est vraiment donner au plaisir et valoriser dans le plaisir ce côté stimulant, joyeux qu'il pouvait apporter dans notre quotidien. Et donc, en fait, pour arriver avec une réponse sur cette équation, pour combiner plaisir et bien manger, on a lancé il y a 2 ans le programme Manger mieux, manger vrai, manger ensemble, dont on avait également évoqué les conclusions l'année dernière. Donc, avec un travail qu'on a fait avec des experts en nutrition, en sociologie, pour comprendre en fait ce qu'il fallait faire pour se faire plaisir en mangeant bien, ou à l'inverse, combiner, réconcilier ces 2 notions. Et on est arrivé à une conclusion vraiment intéressante que ce qui permet de bien manger durablement, c'était de cultiver les rituels du repas au quotidien. Et les rituels du repas, c'est le fait de se poser, de partager, de prendre plaisir et de cuisiner soi-même. Donc, alors c'est au cœur de notre culture, on l'a vu, hein, on passe 2h22, on est les champions du monde du temps passé à table, à boire et à manger. Et donc, on s'est dit, l'enjeu pour président, c'est de continuer à cultiver ces rituels du repas. Exactement. C'est marrant parce que je me permets d'intervenir à ce niveau de l'histoire, parce que, pardon, je crois qu'en plus vous en parlez dans un livre blanc que vous avez écrit. Tout à fait. Donc, d'où l'idée du petit inventaire des rituels du repas que vous pouvez trouver en sortant de la salle et qui est à votre disposition. L'idée, c'était effectivement de donner tous les arguments pour cultiver et chérir ces rituels du repas. Parce que même si, effectivement, on est les champions du monde, ce qu'on a découvert au travers de nos travaux, c'est qu'en fait, ces rituels du repas, ils sont menacés. On pourrait se dire, non, en France, on adore passer du temps ensemble. Oui, c'est vrai. Et en même temps, on a découvert 3 ennemis qui mettent à mal la culture du rituel repas au quotidien. Le premier, c'est les écrans. Alors, les écrans, on va dire, on a toujours parlé de manger devant la télé comme un vrai problème. Là, on a un problème d'un autre niveau avec les téléphones, parce qu'au travers des téléphones et des smartphones, on a une autre notion qui s'appelle la captologie des écrans. Et quand on est face à son petit écran posé à côté de son assiette, on est complètement capté et hypnotisé au point où on n'est pas attentif à ce qu'on a dans son assiette. Et du coup, ça a une incidence sur la façon dont on profite de l'instant ou dont Tout à fait. En fait, le cerveau n'enregistre pas ce qu'on a mangé. Alors, quand bien même on aurait une assiette, et je me rappelle avoir des débats avec une amie qui me disait « Ah non, mais moi, quand je me regarde sur Netflix, je me prépare ma petite assiette bien équilibrée, comme ça c'est bon, je ne mangerai pas plus qu'il ne faut. » Eh bien, en fait, ça ne suffit pas, car 1 heure ou 2 heures après, elle aura faim et elle grignotera. Et donc, finalement, elle mangera moins bien. Donc, ça, c'est un premier point. Un des chiffres étonnants qu'on a entendu, c'est que 23% des enfants ont à côté d'eux un téléphone en mangeant. Donc, la problématique, elle est plutôt sur la génération de demain. C'est-à-dire qu'à la limite, nous, on sait qu'il ne faut pas le faire, mais les plus jeunes pourraient être tentés à le faire. On a envie de le prendre par le biais de l'humain et de se dire, en tant que parent, on peut agir. Après, vous êtes une marque. Benoît, il n'est pas sociologue, mais il travaille aussi avec les sciences comportementales appliquées en agence. Benoît, est-ce que le marketing peut, quelque part, nous aider dans la façon de préserver des rituels, en créer des nouveaux? Est-ce que ça ne nous a pas justement poussé à nous éloigner du plaisir? Je pense au carré de chocolat dont on se goinfrait peut-être volontiers avant que la pub nous rappelle qu'un carré c'est bien, mais 5, ça ne vous fait pas du bien. On travaille souvent ensemble avec le marketing. Les sciences comportementales, en fait, elles sont là pour nous aider les gens à adopter des comportements plus vertueux. Donc c'est vrai que récemment, on s'est beaucoup attelé à essayer de faire manger un petit peu plus sain aux gens.
Maintenant, les nudges et plus largement les sciences comportementales appliquées, elles sont là pour s'intéresser à tout comportement. Donc il y a en particulier un nudge que moi j'adore, qui n'a jamais été, je pense, développé comme un nudge, mais qui est un nudge qui a libéré le plaisir au restaurant. Ce nudge, il a été inventé en 1985 par un monsieur que je ne connais pas, mais qui est un monsieur assez génial, qui s'appelle monsieur Boutboul et qui dirige Gira Conseil, donc qui est un cabinet conseil spécialisé pour les restaurants. Et ce monsieur a inventé le café gourmand. Il l'a inventé pour une chaîne de restaurants qui s'appelle La Criée. Donc les plus jeunes d'entre vous ne connaîtront peut-être pas parce que je crois qu'elle a disparu entre-temps, mais c'était une chaîne de restaurants de poissons. Et dans cette chaîne de restaurants, les clients mangeaient très peu de desserts. Or, les desserts, c'est là, en général, où les restaurants se font un petit peu plus de marge que sur le reste des plats. Et la chaîne avait beau inventer tous les desserts qu'elle avait en tête, rien n'y faisait. Les clients ne consommaient pas de desserts, ou en tout cas beaucoup moins que dans des restaurants classiques. D'où l'idée du café gourmand. Donc à la base, je ne pense pas que ça vienne des sciences comportementales, mais plus d'une idée qui est les grands restaurants, ils nous servent des cafés avec des milliardises, et on adore tout ça. Pourquoi ne pas faire la même chose, mais on le fait payer, à la différence des grands restaurants. C'est comme ça qu'est né le café gourmand. Et en fait, le café gourmand, il repose sur un des principes des sciences comportementales, qui est un principe assez efficace, qui s'appelle le principe de cadrage. En fait, en fonction de la façon dont vous allez présenter les informations aux gens, ça va impacter sur leur comportement. Un exemple, dans la littérature scientifique, l'université de Cornell en 1998 fait une petite expérience avec un supermarché. Il y a des soupes Campbell en promotion. C'est une bonne promotion, donc du coup, les acheteurs de soupe achètent en moyenne 3 boîtes de soupe par acte d'achat. On rajoute juste une petite information. On ne change rien du tout à la promotion, mais on rajoute juste une information qui est dans la limite de 10 boîtes par acte d'achat. Et tout d'un coup, les acheteurs, les clients du supermarché se mettent à acheter 8 boîtes en moyenne par acte d'achat. Donc on fait plus que doubler le nombre de boîtes achetées. Tout ça juste parce qu'on a changé l'information. C'est ce qu'on fait quand on fait le café gourmand. En fait, quand on fait le café gourmand, on dit c'est pas un dessert, c'est un café. Un café, ça fait beaucoup moins calorique qu'un dessert. Donc pour tous les gens qui fréquentent des restaurants de poissons et qui font sans doute un petit peu attention à manger plus sain, c'est plutôt bien. C'est un peu la même chose quand on parle d'ailleurs de l'assiette, de la composition justement. Exactement. Et donc ensuite, c'est le café gourmand, c'est des miniatures, donc ça fait là aussi moins calorique. Le café gourmand, c'est du 2 en 1, c'est un café et un dessert. Mais c'est un café et un dessert pour un prix moins cher qu'un dessert, c'est génial. Et puis à un moment où on commençait quand même beaucoup à s'intéresser au temps et à ne plus avoir de temps, etc., le café gourmand, c'est du 2 en 1, donc c'est en même temps, et donc on va gagner du temps. Donc tout ça juste parce qu'on a changé un petit peu la façon de présenter les choses. Donc oui, les nudges peuvent faire tout ce qu'on veut. Comment est-ce que du coup, à partir de ce que dit Benoît, comment est-ce que ça résonne dans ce que vous faites? Parce que vous travaillez beaucoup justement avec, avec les sciences comportementales, avec des sociologues, avec des chercheurs, vous le disiez tout à l'heure. En fait, si on avait un symbole qui pourrait résumer ce qu'est le plaisir de manger vertueux, on a identifié que ça pourrait être l'assiette. En fait, on se dit que finalement, ce qui compte pour concilier plaisir et bien manger, c'est l'assiette qui est vraiment le symbole de la pause. On mange rarement debout. Un repas, on va avoir besoin de la poser quelque part, cette assiette. On va être attentif à ce qui la compose, les portions. Je pense que dans le café gourmand, il y a cette notion-là. Les proportions, on va s'intéresser à quels aliments, la part de légumes, on veut manger plus végétal, effectivement, on peut y amener une part de légumes. Et c'est d'ailleurs ce qui nous a amené à lancer une campagne d'éducation nutritionnelle sur la marque Président qui s'appelle C'est l'assiette qui compte, qui vise à expliquer simplement comment composer une assiette équilibrée, expliquer comment évaluer les portions simples, alors en utilisant sa main, parce qu'en fait, on peut très bien identifier la quantité de fromage, c'est la taille du pouce, la quantité de viande, en fait. Je vous inviterai à regarder sur le site Président. Et c'est comme ça, en se focalisant sur l'assiette, c'est peut-être, et en se connectant à l'assiette, dans ce monde d'hyperconnexion aux outils, intéressons-nous à l'assiette, soyons attentifs à l'assiette. Et c'est sûrement comme ça qu'on arrivera à résoudre cette équation qui semble compliquée et qui, au quotidien, doit rester simple. Enfin, il est essentiel qu'on ait un rapport apaisé avec le plaisir de manger. On parlait de la richesse, la chance qu'on a d'avoir cette culture culinaire qu'on nous présente et qu'on découvre tout petit. C'était devenu compliqué pour vous, du coup ?
De parler de plaisir, justement, avant de trouver ce système. Non, en fait, c'était pas devenu compliqué, mais on sentait qu'en fait, et c'est quand les consommateurs nous disaient, bon, bah, si c'est bon, c'est forcément pas bon pour moi. Hein. On dit, il n'y a pas de mal à se faire du bien, et en même temps, on entend, s'il y a de la gêne, il y a du plaisir. Enfin, il y a une certaine... Enfin, c'est très explicable par nos valeurs judéo-chrétiennes. Hein. La gourmandise, c'est un péché, hein, donc on sentait que plus on parlait de plaisir, plus on allait avoir une résistance en disant ah oui mais bon bah, maintenant il faut quand même faire attention à ce qu'on mange. On a bien vu 8 Français ou 7 Français sur 10, même si le plaisir est un critère plus important, on l'a vu dans l'étude ce matin, il y en a quand même près de 8 sur 10 qui disent quand même il faut faire attention à ce qu'on mange. Donc voilà, je pense qu'il est essentiel d'apporter des solutions simples et pas culpabilisantes aussi. Mais cette solution du coup de la main, de donner des astuces, des petites choses pratiques, c'est exactement c'est ça, les sciences comportementales appliquées au marketing. Ça peut nous aider, nous, à renouer avec le plaisir. Ça se traduit un peu dans ce sens-là. On parle beaucoup du mot nudge, et moi, c'est un mot que j'aime pas beaucoup parce qu'il est très réducteur. Les sciences comportementales, c'est beaucoup plus large que ça. Mais à chaque fois qu'on intervient, en particulier en alimentaire, et on commence chez Ogilvy Consulting à avoir une petite expérience une grande expérience en fait de ces sujets-là, le plaisir est toujours fondamental. Si je vous cite juste un chiffre, on a tous fait des régimes dans notre vie. Il y a un chiffre qui ne bouge pas, c'est le nombre d'échecs sur les régimes, et il y a 95% des gens qui n'arrivent pas à aller jusqu'au bout de leur régime et qui n'arrivent pas à avoir les résultats qu'ils veulent. Pourquoi ? Parce que ce sont des gens, et n'importe quel nutritionniste vous le dira, qui n'arrivent pas à conjuguer le plaisir et leur nouveau régime alimentaire. Tant qu'on ne prend pas plaisir à manger, on n'arrivera pas à tenir des bonnes résolutions. Et du coup, nous, quand on travaille en sciences comportementales, le plaisir, c'est vraiment un impératif absolu. C'est d'ailleurs, si on reparle de nudge, il y a un des leviers pour le nudge, c'est l'émotion. Et le plaisir fait partie évidemment des émotions. Le nudge le plus célèbre du monde, c'est la mouche dans l'aéroport de Schiphol. Pourquoi les hommes urinent dans l'urinoir et pas à côté ? Parce que ça leur fait tout simplement plaisir et c'est excitant d'essayer de tuer la mouche au fond de l'urinoir. Donc on est vraiment, c'est une dimension fondamentale. Et à chaque fois qu'on fait du nudge dans l'alimentaire pour aider les gens à manger mieux, à chaque fois on conjugue avec un principe de plaisir et d'émotion et d'affect. Ça, c'est une idée qu'on a développée avec Nestlé il y a quelques années pour une intervention qu'on a fait au Mexique. Et on parle en fait d'un moment vraiment important qui est le moment où les enfants découvrent des aliments, en particulier les légumes. C'est un moment fondamental dans la vie des enfants parce que si les enfants se mettent à aimer les légumes, ils vont les aimer pour toute leur vie. S'ils se mettent à les rejeter, ils les rejetteront sans doute pour toute leur vie. Donc c'est vraiment important. Et on sait par ailleurs qu'un enfant, quand on lui fait goûter 7 à 10 fois un même aliment, au bout du compte, il va l'aimer. Il va s'habituer, il va reconnaître le goût et il va apprécier le goût. Donc tout l'enjeu, à cet âge-là, c'est vraiment de faire en sorte que l'enfant prenne plaisir à manger des choux-fleurs, des carottes, des brocolis, des lentilles. Et donc on avait inventé ces assiettes qui étaient à décor interchangeable. Par exemple, quand vous faites découvrir à votre enfant du chou-fleur, le chou-fleur c'est dur comme goût, les enfants rejettent toujours à la base. Il va se trouver que les choux-fleurs, c'est pas juste des choux-fleurs, c'est des nuages, qu'il y a un petit avion sur l'assiette, et que si on ne mange pas les nuages, l'avion il va avoir du mal à se poser. Et donc on avait ces assiettes avec des décors interchangeables, avec des histoires. Donc on avait une dizaine d'histoires à chaque fois pour chaque légume, et ça permettait de faire en sorte de représenter jusqu'à ce que l'enfant aime le légume. Et ce qui est intéressant par rapport à ce que Gwenaëlle disait, c'est l'assiette, c'est fondamental, mais tout ce qui est autour de l'assiette va nous aider, parce que tout ce qui se passe autour de l'assiette, et on a bien vu avec Adrien tout à l'heure dans son interview, ça rajoute énormément au plaisir. Et donc ça, c'est des choses sur lesquelles on peut jouer pour aider les enfants ou les gens à mieux manger.
Merci Benoît. Du coup, c'est intéressant parce que du coup, on entend votre point de vue de directrice marketing sur les outils dont vous pouvez disposer pour renouer avec le plaisir, des programmes, des livres blancs, des réflexions qui dépassent un petit peu les simples campagnes, plutôt à accompagner les usages. On vous entend Benoît dans ce même rapport. On a vu ce que ça pouvait donner dans une exécution créative. On n'a pas encore interrogé la façon dont on pouvait, une fois qu'on a déterminé le comment est-ce qu'on passe du message choisi à la cible voulu, et ce sera l'objet de notre prochaine séquence, puisqu'on va maintenant recevoir sur cette scène Alban Schlöniger, qui est directeur général d'Infinity Advertising. Merci à tous les deux. Merci Charlotte. Merci Benoît.